D'un côté, Bruce Willis envoyé dans l'espace pour sauver le monde avec des potes. De l'autre, Laurent Baffy qui cherche les clés de sa caisse avec un pote. A priori, rien à voir. Et pourtant, il y a un lien. Réalisé en 98 par Michael Bay et coécrit par J.J. Abrams, Armageddon, c'est l'histoire d'un énorme astéroïde qui fonce tout droit vers la Terre. Pour éviter la catastrophe, le destin de l'humanité est confié à des spécialistes du forage pétrolier qui ont pour mission de placer une charge nucléaire au cœur du météore et de tout faire péter. Bon, rien de très original pour un blockbuster de Michael Bay, puisque les trucs qui pètent de partout, c'est un peu sa marque de fabrique. Ça et les bons gars musclés qui marchent au ralenti, grâce auquel Armageddon a pu nettement éclipser l'autre film d'astéroïdes sorti la même année. Il faut dire que dans la team de Bruce, il n'y a que des numéros 10. En tout cas de fortes personnalités issues d'univers très variés, comme Owen Wilson, découvert par Wes Anderson, Steve Buscemi, vu chez Tarantino et les frères Cohen, ou Michael Clarke Duncan, qu'on retrouvera l'année suivante dans La Ligne verte. Et puis, il y a aussi Ben Affleck, qui grignote le biscuit de Liv Tyler, cette jeune actrice qui a découvert à 9 ans qu'elle était la fille de Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, un groupe qui signe d'ailleurs 2 titres de la BO du film. Dans Armageddon, Liv Tyler est aussi une Nepo Baby, puisqu'elle incarne la fille du héros Harry Stamper, qui l'emploie sur sa plateforme de forage. Et figurez-vous que des Stampers qui bossent dans le pétrole, il y en a d'autres au cinéma. Alors non, pas dans There Will Be Blood, là c'est Monsieur Plainview, mais dans l'un des ancêtres du teen movie, un classique hollywoodien sorti en 61, La fièvre dans le sang, d'Elia Kazan. Titré en VO Splendor in the Grass, qu'on aurait pu traduire par La splendeur dans l'herbe, mais ça sonne un peu bizarre, ce film est le premier rôle au cinéma de Warren Beatty, qui incarne donc un certain Bud Stamper. Bud est le fils d'un riche pétrolier, mais il en pince pour la belle Deanie, une jeune fille issue d'une famille plus modeste, incarnée par Natalie Wood. Les deux tourtereaux sont chauds comme la braise et aimeraient bien se marier au plus vite, mais leurs parents ont d'autres plans en tête. Une intrigue qui rappelle Roméo et Juliette ou West Side Story, le genre d'histoire d'amour qui finit mal en général. Mais c'est les minables. On va vous faire payer ce que vous avez fait à Taxi, espèce de nul. Situé dans les années 20, le film surprend par sa modernité en traitant de manière frontale la question de la sexualité adolescente. Cette jeunesse avide de liberté est notamment représentée par Ginny, l'intrépide sœur aînée de Bud, incarnée par Barbara Loden, actrice magnétique qui avait débuté dans le précédent film d'Elia Kazan. I'm bored. Come on, let's go. Ginny, there's a lovely dessert coming. I don't want a lovely dessert. Glenn and I are going for a ride. Come on. L'actrice deviendra quelques années plus tard l'épouse du cinéaste et disparaîtra momentanément des écrans avant de revenir méconnaissable en 70 dans le premier rôle d'un film en 16 mm qu'elle va elle-même écrire et réaliser, Wanda, de Barbara Loden du coup. Souvent citée comme un chef-d'œuvre de l'avant-garde féministe, Wanda ne raconte pas du tout l'histoire d'un poisson, mais celle d'une jeune femme qui, suite à son licenciement, décide de tout plaquer. Tout, c'est-à-dire son mari, ses 2 enfants, et le petit bled miséreux de Pennsylvanie, où elle est depuis trop longtemps malheureuse. Now, Mrs. Guronsky, you have 2 young children here. They'd be better off with him. L'idée était dans l'air à l'époque, puisque c'était aussi le thème un an plus tôt des Gens de la pluie, un autre film indépendant signé Francis Ford Coppola, dont on vous touchait un mot dans notre vidéo consacrée au GOAT. Malheureusement, la route de Wanda va croiser celle de Mr. Dennis, un individu peu recommandable qui va l'entraîner dans des plans globalement foireux. Si le film est inspiré à la fois d'une histoire vraie et de la jeunesse de la réalisatrice, difficile de savoir si elle a réellement vécu ce moment où Mr. Dennis tente de faire démarrer une voiture en manipulant les câbles alors que les clés se trouvent derrière le pare-soleil. Vous allez me dire que cette scène est plutôt anecdotique, mais si on en parle, c'est parce qu'on va la retrouver à l'identique 20 ans plus tard, dans le blockbuster d'action ultime, Terminator 2, le jugement dernier de James Cameron. 7 ans après le premier opus, qui confrontait Sarah Connor à une infernale machine de guerre venue du futur, un nouveau modèle de T-800 est cette fois-ci programmé pour défendre le fiston John Connor contre un méchant cyborg polymorphe et vicieux. Who sent you? You did. Avec un budget 15 fois supérieur au premier volet, cette suite est non seulement plus ambitieuse, lumineuse et explosive, mais elle a surtout l'idée géniale de faire passer l'increvable robot-tueur incarné par Schwarzy dans le camp des gentils. That's good. Maybe you could practice in front of a mirror or something. La révélation a lieu au bout de 33 minutes de film, au cours d'une inoubliable scène au ralenti, dans laquelle on ne peut pas louper cet énorme distributeur de canettes. Oui, alors pardon, mais il faut qu'on s'attarde un instant là-dessus pour vous parler du partenaire de cette vidéo, le programme Chaque canette compte. L'objet canette, vous le connaissez, on en trouve partout, autant dans la vie de tous les jours que dans les films d'ailleurs. Mais si chaque
canettes comptent, c'est surtout parce qu'il faut veiller à les recycler. Et pour ça, c'est pratique parce que, comme les pitchs de comédie française, la canette se recycle à l'infini. L'aluminium est un matériau permanent, c'est-à-dire qu'on peut le recycler autant de fois qu'on veut, il ne perd jamais ses propriétés intrinsèques. En fait, la totalité du métal créé depuis l'âge du fer serait toujours dispo et utilisé aujourd'hui jusqu'au soulèvement des machines si on avait généralisé son recyclage. Bref, la canette est un emballage entièrement et continuellement recyclable que vous allez avoir l'amabilité de jeter dans les poubelles jaunes en vous souvenant tout simplement que chaque canette compte. Mais revenons à notre scène au ralenti, et voilà que ce cher Arnold, plus badass que jamais, sort un fusil à pompe d'une boîte de roses pour sauver John Connor. Get down. À première vue, on pourrait croire à un clin d'œil au groupe Guns N' Roses qui signe le morceau du générique final. Mais il s'agit en fait d'une pure coïncidence, puisque la scène était écrite bien avant que le groupe soit contacté. En réalité, les guns et les roses, ce n'est pas rare au cinéma, puisqu'on en trouve des occurrences du Nouvel Hollywood jusqu'au polar hongkongais, mais aussi, bien plus tôt, en 1956, dans l'un des premiers films d'un cinéaste cultissime, L'Ultime Razzia de Stanley Kubrick. Tout juste sorti de prison, un certain Johnny Clay met au point un coup parfait pour dérober la caisse d'un champ de course hippique. Un plan qui, à première vue, va se dérouler sans accroc. This is a rough drawing of the track as I remember it. Bon, comme toujours chez Kubrick, cette aventure va évidemment mal tourner. Mais l'originalité du film tient surtout à une narration éclatée, montrant plusieurs fois le même événement selon des points de vue différents. 40 minutes before, at 6:25, Johnny reached the motel. Un procédé souvent associé à Rashomon de Kurosawa, mais qu'on retrouve aussi dans Snake Eyes, Amour Chienne ou Elephant. Hey, what are you guys doing? Just get the fuck out of here and don't come back. Comme pour la grande majorité de ses films, Kubrick est parti d'un roman, en l'occurrence Clean Break de Lionel White. Cet écrivain, qui n'a aucun lien de parenté avec Barry, publiera de nombreux romans traduits en français dans la série noire, et notamment celui qui inspirera le plus explosif chef-d'œuvre de la nouvelle vague, Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Sorti en 1965, le film raconte la trajectoire romantico-tragique d'un couple en fuite à la Bonnie and Clyde. On peut alors penser à pas mal de rêves sur les routes américaines, mais ici, direction la Côte d'Azur, avec Anna Karina en Marianne, accompagnée de son ami Pierrot, qui en fait ne s'appelle pas du tout comme ça. Tu as déjà tué un homme, Pierrot? Je m'appelle Ferdinand. 5 ans après À bout de souffle, Godard repousse encore plus loin les limites de l'expression cinématographique en s'autorisant à peu près toutes les fantaisies possibles et imaginables. Déstructurant le montage et la narration, il fait se succéder sans pression jeux de mots lacaniens, extraits de bandes dessinées, fragments d'interviews d'inconnus, j'ai 22 ans, je travaille au grand magasin d'Auxerre dans le rayon parfumerie. Ou encore une poignée de passages chantés, Ma ligne de chance. quelques séquences de lecture à voix haute, et même un sketch de Raymond DeVos. 10 ans, cette terre, je peux plus le supporter, je peux plus le supporter. Entre autres facéties, Pierrot a l'habitude de commander ses demi par deux. Oui, je sais que j'en aurais vu un, j'en restera la moitié. Une astuce qu'on retrouvera 38 ans plus tard, dans un film que peu de gens ont vu parce que son auteur avait trouvé malin d'écrire sur l'affiche « N'y allez pas, c'est une merde », Les clés de bagnole de Laurent Baffy. Et oui, on aurait presque oublié que l'impertinent humoriste a un peu tâté du grand écran avant de faire des pranks dans les supermarchés avec ses lunettes espions. Eh, tu te calmes? Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. Ça va? Dans Les clés de bagnole, Baffy se mettait en scène partant à la rencontre d'à peu près tout le cinéma français pour tenter de financer un film sur un mec qui a perdu ses clés de bagnole. Ça fait 20 fois que je te le dis, je le ferai pas ton film. Comment il faut que je te le dise? Tu n'entends pas, tu veux que je te le répète encore? C'est finalement avec son ami Daniel Russo qu'il se lance dans l'aventure, lequel va très vite remettre en cause la pertinence du scénario. Bah mon vieux, ça m'étonnerait que t'ailles au festival de Cannes avec une merde pareille. Oh, de toute façon, toi t'aimes rien alors. Contrairement à ce que prétendait l'affiche, on a affaire ici à un film certes étrange, mais plutôt marrant, dont l'intrigue est prétexte à une foule de gags sur la matière cinématographique. C'est qui? C'est Constantin, c'est le directeur de prod. On est en train de tourner là. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il a le mérite d'être un des tout premiers spécimens de comédie méta, dans le sillage de Last Action Hero de John McTiernan ou des acteurs de Bertrand Blier. Mais vous êtes Michel Serrault? Mais non, je ne suis pas Michel Serrault. Est-ce que j'ai une gueule avec Michel Serrault? Bon, à part ça, Les clés de bagnole est quand même un vrai film d'enquête, puisqu'à la fin, on finira bel et bien par savoir où sont passées ces foutues clés. Mais on va pas vous spoiler, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elles ne sont pas cachées derrière le pare-soleil. En revanche, ce qui est certain maintenant, c'est que vous connaissez le lien entre Les clés de bagnole et Armageddon. Alors mon scénario? C'est de la merde. S'il te plaît, tu arrêtes, j'en peux plus de te lire, de te voir. Enfin, arrête s'il te plaît, je t'en prie. Merci quand même.